Bien, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 6 mars 2026, la dernière séance de cette mandature. Je ne vais pas vous faire un long discours là maintenant tout de suite, je vous donnerai un petit mot en fin de séance. Voilà. Je vous propose qu'on passe donc tout de suite à l'ordre du jour de ce Conseil municipal et on va d'abord procéder à l'appel des conseillers. Présent. 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 Bernard Rougier. Présent. Jean-Pierre Ferrier. Présent. Mireille Le Juge. Présent. Jacques Lépave. Présent. Dominique Aupetit. Présent. Isabelle Bureau. Présent. Thierry Roger. Présent. Alice Bocula. Absente. Joanne Picou a donné absent à Jean-Pierre Lanet. Romain Cognas est absent excusé. Benjamin Bouquet est absent excusé. André Berger. Présent. Marie-Antoinette Banquet, absent à Stéphane Bourgeon. Pascal Famibert. Présent. Céline Poulet-Dufailly. Jean-Luc Léger. Oui. Michel Gomy. Présent. Bernard Pradel. Absent. Bernard Jaunier. Ici. Catherine Debens. Présente. Merci. Je vous propose de désigner Pascal Fencher comme secrétaire de séance. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Non. Pascal, tu peux nous lire le compte-rendu de la précédente séance, si tu veux bien. Merci. Au cours de la séance du 18 décembre 2025, le Conseil municipal a approuvé l'avenant à la convention de fourniture des repas pour les écoles d'Aubusson. Autorisé le maire à signer la convention de partenariat avec l'association Mise en valeur du patrimoine de Bussy. Approuver la mise à jour du plan de financement pour la rénovation du hall polyvalent. Créer un emploi permanent d'adjoint administratif à temps non complet. Approuver les opérations de transfert de la compétence eau potable au SIAEP de la Rosaille. Pris acte de la communication du RPQS de l'eau potable 2024 pour le SIAEP de la Rosaille. Approuver la décision applicative numéro 2 du budget de la commune. Autoriser le maire à engager un quart des crédits ouverts en 2025 avant vote du budget 2026 pour la commune et du budget annexe 2026 pour l'assainissement. Donner un avis de principe favorable à la mise à jour de l'exercice de la compétence voirie par l'intercommunalité et autoriser monsieur le maire ou son délégué à signer les documents utiles à l'exécution des présentes décisions. Bien, merci Pascal. Donc il s'agit là d'une synthèse du compte-rendu. Vous avez tous reçu par mail. Y avait-il des remarques à faire sur ce compte-rendu? Pas de remarques particulières, je mets donc à l'approbation. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, qui est donc l'étude du patrimoine, diagnostic et schéma directeur assainissement collectif de la commune. Donc je vous rappelle donc, que la commune a approuvé par délibération du 9 décembre 2021 la réalisation d'une étude du patrimoine, d'un diagnostic et du schéma directeur pour l'assainissement collectif d'Aubusson. L'étude a pour objet le diagnostic du fonctionnement du réseau eau usée et de la station de traitement des eaux usées de la commune, afin d'en recenser les anomalies, de quantifier la pollution rejetée ainsi que son impact sur le milieu. Le diagnostic permet ensuite de mettre en œuvre un schéma directeur d'assainissement visant à réduire les dysfonctionnements, les rejets de pollution et les surcoûts d'exploitation qui en découlent, à respecter la réglementation en vigueur, notamment à travers la directive eau résiduaire urbaine, ERU, et l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif au système d'assainissement collectif et à contribuer aux objectifs du stage Loire-Bretagne. Donc le cabinet Impact Conseil en charge de la mission a rendu l'ensemble de ses travaux à la commune le 3 février 2026, répartis comme suit. Donc la phase 1, c'était l'état des lieux des données disponibles et pré-diagnostic du système d'assainissement. La phase 2, la campagne de mesure des débits et de charges polluantes. La phase 3, qui était donc la localisation précise des anomalies et des dysfonctionnements du réseau. La phase 4, le bilan du fonctionnement du système d'assainissement diagnostique. Et enfin, la phase 5, l'élaboration du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées. Pour vous présenter tout ça, je vais passer la parole au cabinet d'études, donc Impact Conseil, qui va nous faire donc une synthèse de cette étude, qui vous a été transmise également par mail. Voilà, je vous passe la parole.
Oui, bonsoir à tous. Je vais essayer de vous faire une petite synthèse en effet du schéma directeur d'assainissement des eaux usées en fait, de l'agglomération d'Aubusson. Alors, concernant l'état du patrimoine d'assainissement collectif, aujourd'hui le réseau principal d'Aubusson, c'est un système comportant donc, des réseaux d'eau usée. Ça représente à peu près 24 km de réseau, dont un petit peu de refoulement. Des réseaux unitaires, à peu près 11 km. Donc les réseaux unitaires, en fait, c'est les eaux usées et les eaux pluviales qui sont véhiculées en fait, dans le même réseau. Et des réseaux d'eau pluviale, à peu près 20 km de réseau. C'est les réseaux que vous voyez en fait, sur le plan. En rouge, c'est la partie eau usée. En vert, c'est les parties unitaires. Et en bleu, on ne les a pas représentés parce que ça alourdissait et ce n'était pas trop l'objectif non plus. Sur les ouvrages particuliers, il faut savoir quand même qu'il y a un très grand nombre de déversoirs d'orage sur le système d'assainissement collectif d'Aubusson et il y a également 2 postes de relevage. Il y a un deuxième système d'assainissement collectif, en fait, qui jouxte en fait le système d'assainissement collectif d'Aubusson, c'est le système d'assainissement collectif de la Chassagne, qui comporte c'est un tout petit réseau en fait d'eau usée, avec un peu plus de 700 mètres de réseau d'eau usée et à peu près 600 mètres de réseau d'eau pluviale. Donc en fait, notre rôle a consisté en fait à cartographier en fait l'ensemble des réseaux à l'échelle des 2 systèmes d'assainissement collectif, avec un relevé des fils d'eau, de la nature des matériaux, diamètre des canalisations, enfin voilà, tout un relevé exhaustif en fait de ces 2 systèmes qui a été donc intégré en fait dans un SIG en fait qui pourra être utilisé et mis à jour en fait par la suite. Ça c'était pour les réseaux de collecte. Alors aujourd'hui il y a pour le système d'assainissement, en tout cas collectif d'Aubusson, il y a une station d'épuration au lieu-dit le Gobardin. C'est une station de type bois activé qui avait été réhabilitée en fait en 2010 avec une capacité nominale d'à peu près 6000 équivalents-habitants. Donc un débit d'acceptation d'à peu près 1800 mètres cubes. Actuellement, des travaux de mise en conformité de l'autosurveillance sont en cours de réalisation. Puisque les réglementations évoluent et donc il faut au fur et à mesure des réglementations mettre à jour en fait les systèmes et donc notamment leur autosurveillance en fait qui permettent en fait de contrôler en fait les dysfonctionnements ou les rejets qu'il peut y avoir sur ce type d'ouvrage. Sur le deuxième système d'assainissement collectif de la Chassagne, c'est essentiellement juste une fosse toute eau, avec une capacité d'à peu près 70 équivalents-habitants, et avec un rejet qui rejoint le ruisseau de la Chassagne. Donc aujourd'hui, on peut considérer que cette station d'épuration est globalement obsolète. Alors, le schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées, c'est un document de programmation en matière d'assainissement collectif. Il faut savoir qu'aujourd'hui la réglementation impose en fait de réviser en fait les zonages d'assainissement, enfin les schémas directeurs à peu près tous les 10 ans. Donc là, ça veut dire que le schéma directeur qui a été élaboré, il va être valable pour les 10 prochaines années. Donc il comprend en fait un descriptif détaillé en fait de tout ce qui est ouvrage de collecte, de transport, de traitement des eaux usées. Et ce diagnostic en fait est utile pour repérer les enjeux et les points à améliorer. Et dans le cadre du diagnostic, donc il y a des mesures de débit, des mesures de pollution, des missions complémentaires qui ont consisté en fait à investiguer en fait les réseaux par des passages caméra, des tests de branchement pour mettre à jour en fait tous les défauts en fait des installations d'eau usée. Et à partir de tous ces éléments, on fait un programme pluriannuel de travaux à mettre en œuvre pour améliorer donc la connaissance, la gestion et le fonctionnement du système d'assainissement. Donc on s'est déplacé en fait un peu dans Aubusson pour faire, alors à certains endroits des tests à la fumée, à d'autres, il y a eu des investigations nocturnes qui ont permis de localiser tout ce qui était apport d'eau autre que des eaux usées, en fait des apports liés en fait à des eaux parasites. Des passages caméra dans les réseaux qui étaient ceux qui dysfonctionnaient le plus, où il y avait des eaux parasites par exemple. Et on avait également des mesures de débit de pollution donc, pour connaître
les niveaux de pollution qui transitent dans les réseaux et également les niveaux, les débits qui transitent dans les réseaux, soit en temps sec, soit en temps de pluie. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que sur le système d'assainissement collectif d'Aubusson, il y a à peu près 1600 abonnés sur le réseau principal, ce qui, à partir des consommations d'eau potable assujetties à l'assainissement collectif, ça veut dire qu'on devrait avoir à peu près, parce qu'on a à peu près entre 320 et 400 mètres cubes par jour voilà, en pointe estivale, lors de la pointe. Il s'avère que dans le cadre des mesures, si on regarde le petit camembert à gauche, dans ce qui est mesuré, en fait, il y a 4000 mètres cubes, plus de 4000 mètres cubes qui transitent en fait, dans les réseaux. Donc vous voyez, c'est quasiment 10 fois plus que le débit théorique qui devrait arriver. Et dans ces volumes-là, il y a près de 4000 mètres cubes d'eau parasite permanente. Alors, qu'est-ce que c'est les eaux parasites permanentes? En fait, c'est des introductions d'eau claire, en fait, qui ne sont pas des eaux usées, en fait, et qui peuvent être liées à des mauvais branchements, en fait, c'est-à-dire de l'eau qui, en fait, pénètre dans le réseau, en temps sec, je parle bien, pas en temps de pluie, donc en temps sec, et donc qui viennent diluer, en fait, les effluents. Alors, le problème, c'est que l'ouvrage, comme on l'a vu tout à l'heure, il est dimensionné pour à peu près 1800 mètres cubes jour. Donc ça veut dire que quand il arrive à la station d'épuration plus de 4000 mètres cubes jour, tout ce qui ne peut pas être traité, bien sûr, se déverse dans le milieu naturel. Alors, le problème, c'est que la nappe haute, en général, ça dure quand même un certain temps. Vous voyez, les périodes comme on a eu un peu avant, dans le mois de février, qui sont très intenses, où il pleut beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau usée qui en fait n'arrive pas à la station et qui se déverse directement dans le milieu récepteur. A contrario, en nappe basse, vous voyez, on a beaucoup moins d'eau parasite permanente. On estime qu'il y avait à peu près 4%. Bon, ça c'est des estimations à partir des mesures et à peu près 400 à 450 mètres cubes par jour dites d'eau usée. Donc voilà, on retombe à peu près sur les chiffres avancés, même si il y a un peu de surestimation sur la partie plutôt dite nappe basse. Donc la nappe basse, c'est les périodes où il pleut beaucoup moins, c'est les périodes estivales, c'est les périodes automnales où il n'y a pas de recharge de la nappe, et donc si le réseau, il n'y a pas d'influence en fait sur le fonctionnement en fait, des réseaux d'assainissement. Alors là, en effet, Aubusson a une caractéristique un peu particulière. Il y a une rivière qui coule au milieu, il y a beaucoup de réseaux qui transitent dans la Creuse, et en effet, il y a beaucoup d'eau parasites qui proviennent de la rivière. On estime qu'il y a à peu près 2/3 des eaux claires parasites permanentes qui proviennent du fait que les collecteurs soient implantés dans la Creuse. Et essentiellement sur la partie en aval. Donc quand je parle de la partie en aval, c'est la partie à partir d'ici, on a fait en fait grosso modo. Alors ce réseau, il avait été réhabilité dans les années pareilles, 2010. Donc réhabilité, ça veut dire qu'il a été, on lui a créé une chaussette en fait à l'intérieur pour assurer l'étanchéité. Alors le réseau, il est globalement, il est à peu près étanche. En fait, ce qui est défaillant, c'est que notamment les infiltrations se produisent souvent en fait au niveau des regards qui sont présents en fait dans la Creuse. Et en fait, les regards, ils souffrent en fait avec entre les crues, les obstacles qui viennent se buter dessus. Et au bout d'un moment, les vibrations, ça casse, ça vibre, et ça a créé des infiltrations. Et au bout d'un moment, il y a beaucoup d'infiltrations. Alors, il y a des réhabilitations. Chaque année, la commune d'Aubusson essaye via Veolia d'intervenir pour réhabiliter une partie de ces regards. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Lorsqu'aujourd'hui on travaille en cours d'eau, c'est des travaux complexes à mettre en œuvre, et puis c'est des travaux coûteux.
parce que on peut pas le faire à n'importe quelle période, qu'il y a des contraintes, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas intervenir dans le lit d'un cours d'eau comme on veut, et donc ça fait qu'au final c'est des réseaux qui sont complexes à exploiter en fait. Donc on s'aperçoit qu'en fait aujourd'hui sur les périodes dites de dapone, c'est-à-dire à peu près de novembre jusqu'à avril, globalement, la station fonctionne en surcharge hydraulique en fait. Donc ça veut dire qu'on dépasse largement les 1800 mètres cubes par jour. Après, il y a également, alors il y a des eaux qui proviennent de la Creuse, mais il faut dire que même il y en a beaucoup également qui viennent d'autres secteurs. Il y a également beaucoup de trous météoriques. Parce qu'en fait, il y a certains endroits où c'est des réseaux qui sont quand même encore aujourd'hui pour un tiers des réseaux unitaires, plus il y a également bon nombre d'erreurs de branchement sur les réseaux qui sont dits séparatifs. Météoriques, c'est-à-dire qui proviennent des eaux de pluie et qui pénètrent alors sur le réseau unitaire via les gouttières ou via les voiries, via les ouvrages de collecte de type grille ou donc tout ce qui est accessoire de voie. Et puis, pareil, là, également surcharge hydraulique de la station. Alors, j'ai envie de dire, sur les périodes où il y a beaucoup d'eau de nappe, j'ai envie de dire, de toute façon, les effluents sont très, très dilués. C'est navrant, mais là où c'est le pire, c'est surtout sur les périodes estivales, où la problématique est que les réseaux ont tendance à stocker en fait un peu la matière organique, et lors d'un orage, par exemple, vont libérer toute la pollution. En fait, donc c'est là où il peut y avoir le plus d'impact en fait sur le milieu récepteur. D'où l'utilité de gérer à la fois, réduire à la fois les eaux parasites permanentes et également mieux gérer en fait les eaux météoriques pour justement limiter les déversements en conditions de temps sec et lorsque les milieux sont en période d'étiage ou en tout cas les plus sensibles. Également, ce qu'on a identifié sur le réseau de collecte d'Aubusson, c'est qu'il y a pas mal de rejets directs d'eau usée identifiés, donc rue du Gaz, avenue de la Gare, rue Saint-Jean, rue du Silence, avec des collecteurs qui ne sont pas forcément raccordés en fait sur le système de collecte, c'est-à-dire qu'ils se déversent directement en fait dans les milieux récepteurs adjacents. Le camping également, pour lequel l'assainissement non collectif aujourd'hui n'est pas conforme, et la cité de la Chabassière, quand même, qui comprend également trois gros bâtiments avec quand même, je crois que c'était 120 abonnés quand même identifiés, où il y a en fait une inversion entre le U et le P, et donc en fait le problème c'est que ces bâtiments également déversent leurs eaux usées également dans le milieu récepteur de la Beauce. Plus 19 branchements diagnostiqués non conformes pour les eaux usées et 11, je crois, qui ont été diagnostiqués comme non raccordés en fait au système d'assainissement collectif. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de problématiques en fait sur le système de collecte d'Aubusson. À l'issue, donc, il a été prévu un programme pluriannuel de travaux sur là, il a été fixé sur 6 ans parce qu'en fait, on a essayé de coller aussi par rapport aux aides potentielles de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui pourrait aider de façon assez importante quand même à absorber en fait cet investissement, puisque aujourd'hui l'investissement est estimé à plus de 8 millions sur 6 ans. Donc l'objectif, je l'ai dit, donc c'est réduire les eaux parasites permanentes, réduire les eaux météoriques, réduire les rejets des eaux usées directes au milieu naturel, améliorer le fonctionnement des ouvrages, et notamment de certains postes, notamment le plus structurant, c'est celui de la Madeleine, puisqu'aujourd'hui il arrive en fin de vie. Il y a de grosses problématiques
poste de refoulement de la Madeleine. Alors qu'est-ce qu'un poste de refoulement? Juste, je le rappelle, c'est un équipement en fait qui permet de... En fait, la plupart des réseaux fonctionnent en gravitaire, mais comme on est dans un point bas, le poste de refoulement va permettre à l'aide d'énergie, en fait, à l'aide de moteurs, en fait, de permettre de refouler, en fait, et de remonter en fait les eaux vers un autre point pour ensuite refonctionner en gravitaire. Et l'objectif, c'est également de mettre en conformité les branchements, notamment les branchements qui sont non conformes. Alors, mettre en conformité les branchements, ça veut dire supprimer ceux qui ont des rejets directs d'eau usée directement dans les milieux récepteurs. Ça veut dire ceux qui sont sur les réseaux séparatifs eau usée, limiter ou traiter les eaux pluviales sur les parcelles ou dans les réseaux de collecte. Donc, et de plus faire en sorte qu'ils soient dirigés en fait vers les réseaux d'eau usée. Et ça veut dire également, même pour certains, supprimer les fosses septiques qui sont présentes également sur certains systèmes de branchement. Aujourd'hui, en fait, le problème des fosses septiques, c'est juste qu'il y a des problèmes de fermentation et donc de risque d'odeur, mais également de dégradation, en fait, et notamment des bétons, puisqu'il y a une septicité, donc il y a des dégagements d'H2S qui sont agressifs, en fait, pour les ouvrages. Alors, les premières priorités ont été définies pour aller assez vite, le plus vite possible. Donc, il y a à peu près, dans les premières priorités, il y a à peu près 1 million de travaux. Il y a beaucoup d'eau parasites qui transitent en fait entre la zone industrielle du Mont et la partie basse, en fait, puisqu'aujourd'hui c'est gravitaire. Alors, le problème de ce réseau, c'est qu'il est très long, il n'est pas forcément accessible. Donc, ça, c'est le réseau qu'on voit au nord. Alors, attendez, si j'arrivais à cliquer. Ouais, si j'arrive à cliquer sur le... C'est bon? Ah, on ne voit pas la souris. Alors, en fait, c'est toute la partie, c'est tout le grand tronçon qu'on voit au nord, en fait, entre la zone industrielle du Mont et les premières habitations, en fait, d'Aubusson. En fait, ce transfert, en fait, aujourd'hui, il présente beaucoup d'eau parasites. Il n'est pas forcément accessible. Et donc, en fait, c'est un point noir, en fait, de cette partie-là. Donc, l'objectif, en fait, c'est de modifier, en fait, le transfert, mettre en séparatif les parties unitaires de la zone industrielle du Mont et de les retransférer, donc, sur la partie du Mont de l'autre côté. C'est réhabiliter également une partie des réseaux au niveau de route de Blessac et route des Bornes, où là également c'est des problèmes d'introduction d'eau claire parasite également dans les réseaux. Donc avec des réparations ponctuelles et des techniques de chemisage éventuellement. Donc les techniques de chemisage, elles peuvent être utilisées, ça permet en fait de réutiliser les collecteurs existants et ça évite en fait de refaire des tranchées. Ça évite donc de refaire des tranchées. Bon, ça on peut l'utiliser en fait que dans certains cas bien précis. Et en fait, dans le cadre du programme, il y a également la réhabilitation d'un tronçon avenue de Juillet aussi également où il y a beaucoup d'eau parasite qui arrive. Le raccordement du camping municipal sur donc les systèmes d'assainissement collectif du bourg. Donc, puisque je le rappelle aujourd'hui, il est quasiment pas traité puisqu'il y a un assainissement non collectif qui ne fonctionne pas. Et corriger donc les erreurs de raccordement au niveau de la cité de la Chabassière avec également la suppression de la traversée de la Creuse. En fait, l'objectif final, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de réseaux de collecte qui soient non exploitables, parce qu'en fait, entre la cité de la Chabassière et la Creuse, donc là, c'est quasiment une forêt, c'est très pentu, donc c'est inaccessible. C'est des réseaux qui ont été construits dans les années 70-80, qui sont en amiante ciment et qui, au bout d'un moment, vont commencer à se fragiliser, en fait, parce que l'amiante, au bout d'un moment, se délite et donc va se percer, quoi, inexorablement. Donc, dans un but d'améliorer le contrôle, de faciliter l'exploitation, et l'objectif, c'est de retransférer, en fait, et de supprimer, en fait, la traversée de la Creuse.
et donc de raccorder les effluents également de la cité de la Chavassière, puisque aujourd'hui, les 3 bâtiments en fait, qui sont les plus au nord, en fait, donc, aujourd'hui sont rejetés directement en fait, dans la Beauce. Et donc, je vous dis, je crois que c'est à peu près au moins 40 logements par bâtiment, donc ça commence à faire beaucoup d'effluents. Alors, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, qui est un peu la plus complexe, c'est la phase du centre-bourg. Donc là, il va y avoir différents travaux d'aménagement, et pour sortir, en fait, le but, c'est de sortir, en fait, tous les réseaux de transfert en fait, qui sont aujourd'hui dans la Creuse, notamment en aval du Pont-Neuf. Et donc, on a proposé en fait des solutions. Alors, des solutions, l'objectif c'est d'améliorer en fait ces transferts. Donc, il y a des postes de refoulement qui vont être prévus et également un transfert, puisqu'aujourd'hui, il y a une partie des effluents qui sont transférés notamment entre l'avenue des Fusils, en fait, c'est-à-dire la partie haute de Busson, qui transite en fait via la grande artère, enfin via la grande galerie en fait dans Aubusson. Donc l'objectif c'est de les refaire passer par le centre pour éviter qu'elles n'arrivent trop basses. Et donc il y a toute une réorganisation du centre-bourg. Qui va être la plus coûteuse, c'est à peu près 3 millions, une estimation à peu près à 3 millions d'euros. Il y a une réorganisation également sur la partie de la Beauce, et il y a 2 gros postes de refoulement qui sont envisagés pour, donc un au niveau de la cité administrative, et un à côté de la rue Jean Jaurès, voilà. Donc il y a besoin malheureusement de postes de refoulement pour arriver à pouvoir sortir en fait les réseaux en fait de la Creuse. Après sur la partie amont, en amont donc du Pont-Neuf, en fait les réseaux étaient en fonte et ils étaient déjà en bien meilleur état. D'ailleurs on n'a pas observé de grosses anomalies lors des inspections. Dans le cadre de ce travaux, également, il y a le réaménagement du poste de refoulement de la Madeleine, du poste de transfert de la Madeleine. Donc le poste de transfert de la Madeleine, aujourd'hui, je rappelle qu'il permet en fait, le transfert de l'ensemble des effluents en fait, de Busson jusqu'à la station d'épuration. Donc ce poste, aujourd'hui, il est assez mal placé, difficilement exploitable. Donc l'objectif, c'est après d'essayer de le déplacer plutôt vers la caserne des pompiers, où il y a un peu plus de place, et où surtout il est possible d'arriver gravitairement pour pouvoir à la fois donc créer ce poste qui va faire un peu le même poste, enfin, le même travail en fait que le poste de la Madeleine, mais qui va être surtout plus facilement normalement accessible. Et également, dans ce cadre-là, il y aura, mais qui sera traité dans un second point, il y aura une gestion des effluents de temps de pluie avec la création d'un bassin de stockage. En fait, ce bassin de stockage, en fait, il va permettre de gérer les effluents de temps de pluie, notamment dans les phases un peu critiques, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans les phases de nappe basse, c'est-à-dire dans les périodes estivales où il y a des risques d'orage. Donc on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir mettre tout le réseau de séparatifs d'Aubusson. Donc il y aura forcément toujours un impact lié aux eaux de pluie. Donc l'objectif c'est de limiter en fait cet impact au maximum. On créera une capacité de stockage pendant ces événements orageux par exemple, donc de stocker les effluents et puis de les faire transférer en fait lorsque les conditions d'orage seront terminées. Donc le but c'est qu'il y ait un maximum de collecte d'effluents et donc un minimum d'impact en fait sur le milieu récepteur. Oui, en fait les ouvrages sont voilà. Mais... oui, alors en fait, ce que me disait M. Nablan, c'est qu'en fait ces ouvrages en fait vont être enterrés en fait, c'est-à-dire que à la fois le poste, les pompes et donc les pompes, enfin un poste de refoulement en fait c'est ni plus ni moins qu'une cuve en fait, un tube vertical dans lequel on met des pompes en fond d'ouvrage
qui vont permettre en fait de refouler en fait vers notre point. Et il y a également un bassin de stockage. Alors, le bassin de stockage, c'est pareil, il va être défini à peu près d'un volume de 500 mètres cubes de volume. Donc ces 500 mètres cubes, c'est... alors après, il y a plusieurs conceptions, hein, mais en général, c'est soit un gros cylindre enterré avec un toit dessus, en fait, avec un dôme, hein, qui va permettre donc de stocker les effluents pendant cette période, et ensuite qui va être vidangé le plus rapidement possible, en fait, à la suite de l'événement pluvieux. Et pour que ça puisse fonctionner, par contre, il faut, dans un premier temps, par contre, impérativement réduire les eaux parasites en fait, permanentes. Parce que en fait, si vous avez trop de charges hydrauliques qui arrivent en temps sec, on va avoir du mal en fait, à vider en fait, l'ouvrage. Donc, d'où le fait qu'il soit impératif d'abord de réduire toutes les eaux parasites permanentes. Et également, alors, le réseau de transfert, c'est la partie droite. En fait, aujourd'hui, entre le poste de la Madeleine, le poste de refoulement de la Madeleine et la station d'épuration en fait, du Gau-Barba, il y a un réseau en béton qui a maintenant un certain âge. Donc l'objectif, c'est en fait, il a été aussi très fortement corrodé en fait, par les agressions chimiques. Donc il a été lessivé également par les effluents. Donc l'objectif, c'est quand même de le réhabiliter pour s'assurer également qu'il y ait une continuité pérenne pour l'avenir. Puisque l'objectif, la station d'épuration a été réhabilitée en 2010, donc l'objectif, c'était pas de remettre en cause en fait la station du Gau-Barba, c'est d'assurer donc de toute façon à Aubusson, c'est déjà très complexe d'implanter des ouvrages épuratoires, parce que il y a très peu de place et parce que souvent on est en zone inondable. Là, on est dans l'ordre des priorités en fait. Oui, on c'est déroule ça. petit à petit. Exactement, Ouais, c'est ça, c'est à peu près l'ordre des priorités. Alors c'est bien sûr les travaux les plus importants d'Aubusson, puisque c'est là où on va sortir en fait les réseaux de transfert, donc c'est là où il y a le plus d'eau parasite donc on l'avait décalé en phase 2, parce que en fait il y a quand même pas mal d'études en amont pour arriver à cadrer à peu près tous ces travaux, et donc c'était plus facile de mettre d'abord des travaux en priorité 1 liés sur la zone du Mont et ceux que j'ai dit en fait au préalable. Donc c'est pour ça que je vous les ai organisés un petit peu par phasage là, dans cette partie. L'objectif, c'est plus Prends le micro. L'objectif, c'est plus on va réduire en amont les éclairs parasites, moins on aura besoin d'un ouvrage conséquent pour justement le bassin de rétention. On évoque 500 mètres cubes. Ça se trouve, au final, si on fait bien le travail en amont, on n'aura peut-être plus besoin que de 400 voire 300 mètres cubes. La durée de vie de ces travaux-là. C'est-à-dire là, c'était il y a 10 ans. En 2010 qu'on a fait les travaux. Ah non, mais là, on n'est pas sur la station d'épuration. Là, on est sur le réseau qui est en amont de la station. Le réseau, il va durer combien de temps? Un réseau aujourd'hui, c'est au moins garanti pour, enfin on va dire, au moins 60 ans. Là, en fait, les points que l'on vient de lever, là, on parle d'un réseau d'assainissement qui est là depuis toujours, en fait. Donc c'est pour ça qu'on voit tous ces points noirs, hein. Ça peut paraître des fois un peu effrayant, mais il faut bien comprendre que le réseau d'assainissement, il s'est fait au fil du temps, en fait. Il y a encore des endroits où on a des aqueducs, voilà, il y a, effectivement, donc là, on pose un diagnostic qui peut paraître effectivement dur, mais voilà, en même temps, le réseau, il est ainsi. Donc maintenant, il faut effectivement lever les points noirs les uns après les autres, et donc c'est le but, justement, de ce diagnostic, puis de ce schéma directeur. En priorité, la priorité suivante, c'est la priorité 3. Il y a à peu près également à peu près 3 millions de travaux. Donc là, c'est des travaux de réduction et de réhabilitation en fait, des réseaux du lotissement du Mont. Bon, en sachant que aujourd'hui, il y aura une phase de réflexion également sur la gestion des eaux pluviales, puisqu'on en parle de plus en plus. Donc il y aura forcément, aujourd'hui, on ne fait plus du tout tuyau, comme on l'a pu le faire par le passé, puisqu'on voyait bien, le problème du tout tuyau, c'est qu'on accélère les temps de transfert en fait, des effluents, et on s'aperçoit aussi que la
la climatologie, la météorologie a fortement évolué avec des phénomènes qu'on ne connaissait pas par le passé. Et donc aujourd'hui, on a tendance à... Alors déjà, ces tuyaux, ils ont été dimensionnés à des époques avec des AVAC, avec des connaissances de l'époque. Aujourd'hui, l'objectif, il y a des moments où aujourd'hui ils ne répondent plus justement par rapport aux événements intenses qu'on peut connaître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on limite également le tout tuyau. Donc on voyait de plus en plus aujourd'hui, on parle de plus en plus de gestion intégrée des eaux pluviales. Donc ça veut dire qu'on remplace en fait le tout tuyau par des noues, par des fossés. Et voilà, on revient un peu à ce qui se faisait un peu au préalable. En fait. C'est un peu un retour en arrière. Alors ça passera également, ça passe par des travaux sur le domaine public, bien sûr, mais ça passe également par des incitations également chez les privés, c'est-à-dire chez les administrés, notamment par exemple dans la zone du Mont, c'est typiquement des lotissements qui ont, dans la plupart des cas, des surfaces disponibles suffisantes, en tout cas, pour gérer par exemple les eaux pluviales de gouttière. Et ça, aujourd'hui, on propose des petites techniques pour facilement améliorer en tout cas la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Donc voilà, il y aura une réflexion également là-dessus, même s'il faudra dans tous les cas, de toute façon, réhabiliter à minima les réseaux de collecte des eaux usées, parce que de toute façon, ils sont fluviales et ils génèrent de toute façon des eaux parasites permanentes sur le réseau de collecte. Et pour nous aider à comprendre, c'est que la loi a changé aussi. Avant, les eaux pluviales, on ne s'en préoccupait pas. Elles allaient donc dans le réseau d'assainissement. Et là, aujourd'hui, on doit justement là aussi faire en sorte que les eaux pluviales, donc qui viennent de nos gouttières, n'aillent plus dans le réseau d'assainissement. C'est ça aussi qui a changé, il y a eu beaucoup de paramètres. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, là, les eaux pluviales, alors, bon, là, c'était séparé déjà, théoriquement, parce qu'il y a des non-conformités également, suite à des erreurs de branchement, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des tests à la fumée, où on a identifié donc des mauvais raccordements, c'est-à-dire que certaines gouttières, par exemple, ou certaines allées de maisons disposent de gouttières ou de grilles qui collectent les eaux pluviales et qui les dirigent vers le mauvais réseau, c'est-à-dire le réseau dit eau usée au lieu d'être le eau pluviale. Donc il y aura des mises en conformité par rapport à ça. Et puis après, également pour les eaux pluviales, c'était pas trop l'objectif non plus, parce que c'était pas un schéma directeur d'eau pluviale, mais plutôt d'eau usée. Mais les eaux pluviales, en tout cas, ça passera également par des améliorations, et notamment par ce que je disais tout à l'heure. Et donc là, ce qui est proposé, c'est justement essayer d'intégrer des techniques pour limiter le tout tuyau et revenir à une gestion plus verte, en fait, on va dire, c'est-à-dire plus superficielle, en fait, qu'elle n'est actuelle. Et alors, il y a une réhabilitation également des réseaux rue de Vevey. Alors là, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart de ces réseaux sont en très mauvais état. C'est des réseaux très anciens en béton. Et il y en a également qui se déversent également directement dans la Creuse, en fait. Dans le cadre de ces travaux également, priorité 3, il y a la réhabilitation du tronçon de la rue des Fusillés. Alors, là, le réseau également, il y a pas mal d'eau parasites. Et puis, il y a également beaucoup de déversoirs d'orage. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais il y a 4 ou 5 déversoirs d'orage. Alors, les déversoirs d'orage, juste que j'explique, en fait, c'est que normalement, ça sert sur un réseau unitaire, en fait, à délester en fait le réseau d'eau usée quand il pleut. Alors, normalement, on en met un, on le calibre correctement. Bon, là, manifestement, il y a une succession de déversoirs d'orage. Donc, l'objectif, c'est de mieux maîtriser ces déversements et donc de supprimer pour la plupart, en fait, tous ces déversoirs. Et de transiter en fait quasiment jusqu'au rond-point pour ensuite rejoindre en fait l'aqueduc qui aujourd'hui traverse l'allée principale d'Aubusson. En fait, il faut savoir que dans Aubusson, il y a un aqueduc principal
d'ailleurs n'est pas très profond, qui n'est pas vraiment visitable parce qu'il n'est pas très grand, mais dont le but est d'être utilisé, puisqu'il est globalement en bon état, dont le but est d'être utilisé pour véhiculer les eaux usées au travers d'Aubusson. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a 2 cheminements, puisque en fait, là, les eaux usées de la rue des Fusillés, en fait, aujourd'hui, empruntent la galerie d'eau pluviale qui traverse en fait sous la colline. Ouais, ouais. En fait, dans cette galerie, en fait, il y a 2 réseaux. Il y a également des travaux importants rue des Mairies, où il y a pareil, les réseaux sont en mauvais état, il y a beaucoup d'eau d'eau parasite permanente également. Et dans les dernières priorités, priorité 4, c'est un peu plus d'1,5 million de travaux également. Donc il y a une nécessité de réhabilitation des réseaux avenue Pierre d'Aubusson. Également, alors voilà, c'est là que sera. En fait, on l'a un peu conçu comme ça, la planification des travaux, c'est-à-dire que dans un premier temps, on commence à améliorer tous les réseaux pour supprimer en fait tout ce qui est eau parasite permanente. Donc on va c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et au niveau du centre de secours, notamment des pompiers, on commence par créer le poste de refoulement. Et là, ce qu'on avait plutôt créé, c'est qu'à l'issue, je dirais, des 3 premières phases de mesure, on refait des mesures, et là on dimensionne correctement en fait le bassin de stockage restitution en fait pour mieux gérer en fait les eaux de tempe. Il y a un problème. Ah oui, alors là c'est ce que vous voyez en bas, c'est le secteur du gaz, en fait, de la rue du gaz, en fait, qui aujourd'hui, en fait, où il y a un réseau aujourd'hui, mais qui n'est pas raccordé en fait également là sur le système d'assainissement collectif. En fait, aujourd'hui, ce réseau en fait se déverse directement dans la Creuse. Alors, ce qui a été l'hypothèse qui a été tracée, c'est de remettre également là un poste de refoulement et de revenir en fait sur le réseau de Rue Saint-Jean. Merci, rue Saint-Jean. Dans le cadre de ces travaux également, voilà, il y a des problématiques également sur la rue Saint-Jean, mais là, alors il n'y a pas. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de branchements non conformes qui se déversent en fait directement dans le réseau qui est en contrebas, sur la partie arrière, qui n'est pas raccordé. Alors là, l'objectif, c'est plutôt de mettre en conformité les branchements, donc, et de ne pas faire appel à la création d'un nouveau réseau. Il y a également la nécessité de raccorder plusieurs habitations dans le secteur de la Croix-Blanche, où là, c'est pareil, il y a pas mal d'habitations qui ne sont pas raccordées, qui se déversent également, ou avec un minimum de traitement, en fait, dans la Creuse. Alors, il y a des problématiques également, de toute façon, on aurait pu considérer également qu'ils auraient pu également revenir en fait dans l'assainissement non collectif. L'inconvénient, c'est que ils connaissent des problèmes également, puisqu'il y a la nappe qui est présente, et donc c'est également complexe à mettre en place des systèmes d'assainissement non collectif. Alors, dans cette priorité également, on a un peu moins parlé du système d'assainissement de la Chassaigne, parce que bon, c'était un peu moins important, mais il ne faut pas l'occulter quand même. Il y a 2 scénarios qui ont été faits, puisqu'aujourd'hui il y a une station d'épuration quand même qui est considérée comme, on va dire, obsolète. Donc il y aura 2 scénarios, il y avait 2 scénarios d'étudier. Bon, aujourd'hui ça n'a pas été tranché, mais grosso modo c'est soit on reconstruit en fait une station d'épuration, mais ça nécessite également des acquisitions de terrain. Excusez-moi, des rejets également des flux en traité, soit on retransfère là également avec un poste de relevage en fait sur le réseau principal de l'assainissement collectif du Bourg. Donc voilà, il y a deux de ces scénarios. Donc pour l'instant, ça n'a pas été tranché, mais ça pourra à l'occasion, en fonction des contraintes également de l'une et de l'autre des solutions, affiner en fait le scénario qui pourrait être retenu.
Également, il y a une réhabilitation prévue sur le réseau usé de la Chassagne, avec également des travaux d'amélioration pour améliorer la continuité des effluents dans cette partie-là. Et enfin, les dernières priorités, il faut savoir que le poste de refoulement de la Rebérotte également commence à être très vétuste. Il a été, aujourd'hui, il a été un peu sécurisé, mais au prix de l'aménagement d'un poste de refoulement, enfin de pompe provisoire. Mais bon, il faut savoir qu'à un moment donné, il va falloir également le réhabiliter. Donc ça fait partie des derniers travaux du programme. Donc là, bon, je vais pas. Enfin, en fait, c'est le tableau de synthèse, mais c'est le tableau qui récapitule en fait tous les travaux que je vous ai présentés. Hein. Donc c'est à peu près les 8 millions d'investissement. Alors, il faut savoir. Alors, j'en ai pas parlé, là, c'est vrai, mais j'aurais peut-être pu en parler. Juste pour finir, c'est par rapport au financement quand même. Normalement, il devrait y avoir. Alors, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, au début du schéma, c'est un peu amélioré, c'est-à-dire c'est le financement de cet investissement. Normalement, l'agence de l'eau devrait accompagner la collectivité, puisque c'est le principal financeur, et devrait accompagner jusqu'à hauteur de 60 à 70% la collectivité pour cet investissement. Plus une petite partie voilà, DETR par le biais donc de l'État, donc 10% supplémentaire. Plus 10% du département également, je crois, c'est ça. Le département aussi, mais... Donc on devrait arriver à peu près à 80% de financement. Puisqu'aujourd'hui, une collectivité, on ne peut pas avoir de dépassement au-delà de 80%. Une dernière précision. Toute cette étude, ce schéma directeur, les différentes phases du diagnostic ont été validées aussi justement par nos partenaires que sont l'agence de l'eau, la direction départementale des territoires et sa thèse pour le département. C'est par le filtre de toutes ces organisations. Et parce que ça fait un moment quand même qu'on a lancé ce diagnostic-là, on a mis du temps à avoir ce diagnostic. Je crois qu'on l'avait lancé en 2020, 2021. Ouais. Et c'est intéressant aussi de dire pourquoi est-ce qu'on a mis du temps à avoir ce diagnostic, puisqu'en fait on a vécu des longues périodes de sécheresse, donc on n'arrivait pas à avoir les fameuses mesures hautes dont vous parliez, les charges maximum. Alors, il y a enfin, c'est ce que moi j'ai retenu au Il y a différentes petites péripéties dans un schéma. Alors, c'est une mission un peu longue, parce qu'il y a différentes étapes. Alors, il y a déjà une phase de reconnaissance. Alors, la phase de reconnaissance, il y avait quand même pas mal de linéaires de réseau, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Je crois qu'il y a plus de 60 km de réseau. Donc, ça, c'est déjà un premier travail. Une fois qu'on a fait ce premier travail, après, il y a des phases de mesure. Alors, des phases de mesure, il faut des conditions un peu précises. Il y a une nappe haute, une nappe basse. Alors il faut savoir que on est tombé un peu dans une période un peu. Oui, ça c'est. Oui. C'est-à-dire quand on devait avoir une nappe basse, on a des nappes hautes et inversées. Ouais. Et bon, ça crée de petites péripéties et puis derrière, après, pour faire les investigations complémentaires, il y avait des problèmes d'accessibilité également, donc on avait demandé à l'intervention Eurovia d'intervenir pour rendre accessible des regards pour pouvoir faire des mesures complémentaires dans de bonnes conditions. Donc après, il y a eu tout ce qui est la phase d'inspection complémentaire, donc les inspections télévisuelles de réseau. Donc c'est pareil, là, il vaut mieux que ça soit fait quand même dans des conditions également de nappe haute pour être un peu plus représentatif, parce que sinon, si on les fait dans des nappes trop basses, les installations de réseau, le problème c'est qu'on ne voit pas les infiltrations non plus. Donc c'est. Voilà. Et puis la dernière phase, le point d'aboutissement, donc c'était le schéma directeur là, qui s'est sur les 6 derniers mois. Donc voilà, d'où un peu le fait que ça a été un peu long. Sur près de un peu plus de 3 années en fait. Juste, moi je voulais dire quand même, donc là, effectivement, vous nous avez fait voir les points noirs, mais tout n'est pas noir.
c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que voilà, on a un réseau d'assainissement qui date voilà, depuis que l'assainissement existe. On a bien compris aussi que nos ancêtres, des fois, se posaient pas trop de questions. Hein. C'est-à-dire que, il y a la rivière qui passe, allez hop, on envoie dans la rivière, c'était un peu ça en fait. Et donc là, aujourd'hui, en fait, voilà, on constate, hein, il y a tous ces points noirs à corriger, à part une ou deux erreurs de branchement qu'on a vues notamment sur Chabassière. Le reste, nous ne sommes pas comptables de ça. C'est-à-dire que voilà, il faut justement, on a constaté ça, ce diagnostic a permis de lever ces points noirs. Et donc l'objet donc, de ce schéma directeur, c'est justement de corriger toutes ces erreurs du passé en fait. Oui, alors, là c'est pareil, c'est comme de tout, hein, c'est une perpétuelle évolution. Il faut savoir que c'est des réseaux qui commencent à être aussi également anciens, donc ça veut dire que là on a produit un schéma directeur qui va être valable, on l'a dit, pour les à peu près 10 prochaines années. Donc l'objectif c'était quand même d'inventorier toutes les grosses problématiques pour essayer de faire en sorte que le système d'assainissement soit le plus conforme possible, puisqu'aujourd'hui il y a quand même une réglementation, il y a des objectifs réglementaires. Il faut savoir quand même que les rejets dans les milieux récepteurs doivent être limités à un certain volume ou à un certain, en tout cas, temps de rejet. Et il n'est pas sûr que même à l'issue de ce schéma directeur, à l'issue de ces travaux, en fait, on puisse arriver totalement à coller en fait à ces objectifs. Donc il y aura vraisemblablement, peut-être, sûrement d'ailleurs, dans les prochaines années à venir, les 20, les 30, les 40, les 50 prochaines années, d'autres travaux qui seront amenés à améliorer également toujours le fonctionnement du système d'assainissement, parce que le système vieillit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup également de systèmes, il y a beaucoup de réseaux de collecte en amiante-ciment, et on s'aperçoit, moi je me suis aperçu notamment au niveau de Felletin, où on a pu constater que tous ces réseaux en amiante-ciment, ils vieillissaient plus ou moins bien. Il y en a beaucoup qui sont délités dans certains endroits. Là, il y en a beaucoup également. À Aubusson, on n'a pas fait le tour de tout. On a essayé de cibler les plus grandes priorités, mais il faut savoir qu'à l'issue de ce schéma, vraisemblablement, il y aura d'autres améliorations à venir. Ça, c'est clair. Prends le micro si tu... Quelle est la matière maintenant la matière des tuyaux, c'est quoi maintenant? Alors, généralement, aujourd'hui, les réseaux d'eau usée sont faits de plusieurs types de matières. En général, c'est des dérivés des plastiques. Hein. C'est du PVC, c'est le plus basique, c'est le moins cher. Mais après, il y a eu des dérivés, il y a de la fonte, ça c'est le plus cher. La fonte répond des fois à des problématiques, notamment de pose en nappe, de pose à faible pente, de pose dans certaines conditions en fait. Mais il y a des matériaux aussi intermédiaires entre la fonte et le PVC qui sont tout à fait satisfaisants et qui peuvent permettre d'être un peu moins coûteux, mais aussi plus résistants que le PVC et plus adaptés dans certaines conditions. Après, voilà, c'est pareil, il faut être vigilant parce que sur le choix de ces matériaux également, parce que on ne fait pas un réseau pour 20 ans, 30 ans, je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer quand même de le faire dans les bonnes conditions. C'est quand même des réseaux aussi qui sont financés, mais qui sont aussi également contrôlés, ce qu'on ne faisait peut-être pas aussi dans les années 80 aux années 2000, puisque les premiers contrôles sont venus, on va dire, à la fin des années 90, début des années 2000. Aujourd'hui, les réseaux, pour être réceptionnés, sont contrôlés. Test d'étanchéité, contrôle caméra, contrôle de compacité des tranchées, pour éviter que on ait le moins de problèmes et le moins d'aléas à l'avenir, et qu'on garantisse aussi que le réseau puisse fonctionner au moins pour les 50 à 60 prochaines années. Puisque un réseau, ça, globalement, aujourd'hui, il faut au moins l'amortir sur 50 à 60 ans. Il y a des questions. Merci pour cette présentation, merci. Oui, Jean-Luc. Oui, donc dans le rapport, et puis vous l'avez dit, donc il est fait mention d'un investissement nécessaire d'à peu près 1 million d'euros sur le domaine privé. Alors j'imagine que c'est pas le domaine privé de la commune, c'est chez les privés, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et dans ce cas-là, si c'est chez les privés, quelle sera l'obligation? Il y en aura-t-il une? Est-ce qu'il y aura des aides possibles? Comment ça se passe dans ce cas-là?
il y a beaucoup de travaux où on va réhabiliter les réseaux de collecte avec des mises en séparatif, c'est-à-dire soit on remplace le réseau existant, soit on crée un nouveau réseau de collecte pour collecter les eaux usées parce que l'ancien est unitaire et il est en mauvais état. Donc il y a des boîtes de branchement qui vont être comme ça se fait maintenant, c'est-à-dire mettre en limite de domaine privé-public. Et puis ensuite, pour garantir en fait que les travaux soient une réussite, on incite également les administrés, les abonnés à mettre en conformité leur branchement, c'est-à-dire que garantir en fait qu'il n'y ait que des eaux usées qui arrivent dans le réseau d'eau usée. Donc pour ça, il y a des contrôles qui sont effectués, comme on a pu le faire en fait dans le cadre, puisqu'on en a fait, je crois, à peu près 150, plus de 150, 200, il y a plus de 200 diagnostics qui ont été effectués là sur Aubusson dans certains secteurs. Et on a constaté qu'il y en avait beaucoup aussi qui étaient non conformes. Donc l'objectif, c'est pas parce que la collectivité fait des efforts financiers colossaux. 8 millions, c'est colossal pour la commune de Busson, j'imagine. Il y a des investissements publics qui viennent, mais en parallèle également, on demande également à ce que les administrés mettent en conformité leur branchement pour la pérennité, le bon fonctionnement également du système d'assainissement. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce programme, et je ne pense pas que ce soit remis en cause, l'agence de l'eau aide quand même les particuliers, enfin les abonnés en tout cas, à se mettre en conformité à hauteur de 50%. Alors généralement, et je crois que c'est valable pour l'Eurobretagne comme pour les autres agences, maintenant, alors à une époque c'était des aides individualisées, aujourd'hui c'est des aides groupées, c'est-à-dire qu'on fait appel au maître d'ouvrage en fait pour générer une opération groupée, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage supplée en fait aux abonnés et ensuite répercute bien sûr le reste à charge en fait de la collectivité aux abonnés. C'est-à-dire que s'il y a, en général, on considère que la mise en conformité aujourd'hui d'un branchement, c'est à peu près 2500, enfin entre 2000 et 3000 euros, et après il y en a bien sûr c'est moins, il y en a bien sûr c'est plus, ça dépend des cas de chacun, mais grosso modo on considère qu'à peu près un prix moyen c'est à peu près 3000 euros, donc ça veut dire que l'agence de l'eau aide à hauteur de à peu près 1500 euros d'aide, et il restera à charge en fait, un reste à charge de 2500 euros. Alors, il faut savoir quand même que c'est un travail un peu fastidieux, hein, ça se fait pas, c'est le plus difficile, hein, je dirais même d'ailleurs dans l'opération, hein, parce qu'il faut quand même aller rencontrer les gens, faire des réunions publiques, les informer, signer des conventions, enfin voilà, il y a quand même tout un travail derrière pour permettre que ces travaux puissent être effectués et qu'on puisse faire également aider les gens. Alors des fois les gens, on n'oblige pas les gens non plus, hein, mais parce que, enfin, on n'oblige pas en tout cas à rentrer dans cette philosophie, mais derrière quand même on les oblige à mettre en conformité en tout cas leur installation, qu'ils le fassent eux-mêmes ou qu'ils le fassent par le biais d'une aide publique. Et puis il faut savoir aussi aujourd'hui qu'il y a, alors ça j'en parle rapidement, mais il y a des moyens aussi qui sont, parce que bon, on a trop aussi des fois peut-être laissé l'assainissement collectif en tout cas, se laisser faire un peu dans des conditions où aujourd'hui on retrouve beaucoup de non-conformité. Aujourd'hui, on a donné en tout cas aux collectivités des moyens en tout cas pour avoir un pouvoir de police un peu efficace, hein, puisqu'on peut aller jusqu'à 400% de surtaxe sur le prix de l'assainissement pour les non-conformités. Sachant que les gens ont une année, ou non, 2 années, je crois, 2 années pour se mettre en conformité à l'issue de la non-conformité constatée. Après, vous avez vu, hein, dans le corps de la délibération, c'est pas très vieux, c'est depuis le 31 juillet 2020 que l'on oblige les collectivités à faire un diagnostic. Hein. Donc on n'est pas en retard, hein, on est niveau voir très rapidement. Voilà, donc, il y a très peu de temps qu'on a pris conscience du problème en fait. Quand je dis on, c'est pas nous collectivités, mais l'État, l'Europe, enfin voilà. Il y a 2 interventions. Jean-Luc Légier. Oui, on ne peut que se réjouir que l'agence de l'eau aide les propriétaires privés à améliorer leur raccordement et mettre aux normes leur raccordement à l'assainissement collectif. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y
aurait été bien que pour ceux qui supportent un assainissement autonome, il y ait les mêmes aides. Elles ont existé fut un temps. Je crois que ce n'était pas l'agence de l'eau, ça devait être l'ANA. Aujourd'hui, celui qui doit remettre aux normes son assainissement autonome ne bénéficie d'aucune aide. Voilà. Oui, mais c'est pas faute d'avoir été incité à une époque. Ouais. Et je pense que ça sera sûrement le cas en fait. On va inciter les gens pendant un certain temps en faisant miroiter des aides, enfin en proposant des aides. Et effectivement, ces aides-là, elles vont être valables pendant quoi? On va dire une dizaine d'années. Effectivement, donc les privés auront, on va dire, une dizaine d'années, une quinzaine d'années pour se mettre en conformité. Et effectivement, après quoi? Bien évidemment, je pense qu'il n'y aura plus d'aide. Y a-t-il d'autres interventions sur le réseau d'assainissement? Souvenez-vous, on a eu le même exercice sur le réseau d'alimentation en eau potable. Quand vous parliez tout à l'heure de la durée de vie c'est pareil, dans les années 80, 70-80, on voit que les réseaux qui avaient été construits à l'époque, en plastique ou en PVC, posent aujourd'hui des problèmes, et ce sont des réseaux qui ont été faits donc dans les années 70 qui aujourd'hui il faut refaire. Voilà, on a vu ça dans le diagnostic d'alimentation en eau potable. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose, non pas aussi bon, d'adopter, de passer au projet de la délibération. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, relatif à l'obligation pour les collectivités compétentes d'établir un schéma directeur d'assainissement collectif, vu le Code de l'environnement et notamment les dispositions relatives à la protection des milieux aquatiques, vu l'arrêté du 21 juillet 2015, modifié par l'arrêté du 31 juillet 2020, relatif au système d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, imposant la réalisation d'un diagnostic périodique du système d'assainissement, vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, donc la fameuse loi NOTRe, vu le rapport final de l'étude du schéma directeur d'assainissement collectif réalisé par le bureau d'études Impact Conseil, donc annexé à la présente délibération et qui vient de vous être présenté, considérant la réalisation du diagnostic du système d'assainissement collectif d'Aubusson, considérant que le schéma directeur d'assainissement collectif constitue un outil essentiel pour réduire le taux de dilution et augmenter le taux de collecte, améliorer la gestion des eaux pluviales, proposer et chiffrer des solutions techniques pour l'amélioration de la collecte, sécuriser l'accès au financement public, agence de l'eau, département, région, État, considérant que le schéma directeur propose donc un programme de travaux hiérarchisé sur 6 ans pour un montant estimé à 8 612 000 € hors taxes sur le domaine public et 888 000 € hors taxes sur le domaine privé, considérant que ce programme est compatible avec la capacité financière de la collectivité et l'impact tarifaire pour les usagers via la redevance d'assainissement, il est proposé au conseil municipal donc, de prendre acte de l'étude du patrimoine et de l'étude diagnostique préalable au schéma directeur de l'assainissement collectif, d'approuver le schéma directeur d'assainissement collectif tel que présenté et annexé dans la présente délibération, de retenir les solutions proposées, d'approuver la hiérarchisation du programme de travaux estimé donc à 8 512 000 € hors taxes sur le domaine public et 888 000 € hors taxes sur le domaine privé, de préciser que le programme prévisionnel pourra être modifié au regard des capacités budgétaires de la commune, de l'impact sur le prix de l'eau et des subventions mobilisables auprès de l'agence de l'eau, du département et des autres partenaires financiers. Et donc d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre du schéma directeur, solliciter les financements correspondants auprès des partenaires institutionnels et engager donc les procédures de marché public pour la réalisation des travaux programmés. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et bien sûr, on vous libère. Merci. Merci à vous pour cette présentation. Le point suivant concerne les élections professionnelles 2026, donc la création d'un comité social territorial commun entre la commune d'Aubusson et le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale. C'est la même délibération que nous avions prise en 2022, donc je vous précise que le Code général de la fonction publique prévoit qu'un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Donc il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité social territorial unique, compétent à l'égard
des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité social territorial unique compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, je vous propose donc la création d'un comité social territorial unique compétent pour les agents de la collectivité et du centre communal d'action sociale dont le siège se trouvera placé auprès de la commune d'Aubusson. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je vous propose de décider la création d'un comité social territorial unique compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS et de dire que le comité social est placé auprès de la commune d'Aubusson. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne donc le nombre de représentants au comité social territorial commun, parité numérique et recueil des voix. Donc, considérant donc la mise en place d'un CST commun regroupant la commune d'Aubusson et le CCAS par délibération concordante, considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 13 janvier 2026 pour la CGT et le 24 février 2026 pour Force ouvrière, soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2026 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 53 agents. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je vous propose d'adopter donc le nombre de représentants titulaires du personnel à 3, de décider donc le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, et de décider le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant. Rétrocession de voirie et classement dans le domaine public. Donc le bailleur social Creusalis sollicite l'incorporation dans le domaine public des voies et places de parking suivantes. Donc la rue André Joran, c'est Aumont. Vous avez les plans avec la délibération. La rue Gaston Rousseau, ça se trouve également au Aumont. Et enfin, la rue de la Croix-Blanche, donc tout le monde connaît la Croix-Blanche. Avant la rétrocession des voiries, places de parking et équipements destinés à être incorporés au domaine public communal, une visite des lieux a été réalisée le 17 octobre 2024 en présence du directeur des services techniques. Donc les voies qui desservent les habitations appartenant à Creusalis sont achevées et sont assimilables à de la voirie communale, et il convient désormais de classer ces voies dans le domaine de voirie communale. Y a-t-il des questions avant de passer à la délibération? Oui, Catherine. C'est quoi le truc? Parce que je comprends pas. Ben, en fait, ce sont des voies qui appartenaient à Creusalis et qui là nous propose de l'intégrer au domaine public de la commune. Pour quelle raison? C'est un peu ça que tu veux dire? Christophe, toi, tu les connais les raisons encore mieux que moi. Prends le micro aussi. Ouais. Par exemple, vous avez la rue André Joran en dessous la gendarmerie, là je vous l'ai mis sur le plan. De l'extérieur, on a l'impression que c'est une voie privée en réalité. Et à Creusalis, depuis quelques années maintenant, ne crée plus de voies de ce type. C'est pour ça qu'il veut rétrocéder, il n'y a pas qu'Aubusson qui fait ça, rétrocéder toutes ces voiries pour qu'elles soient vraiment intégrées au domaine communal. La seule condition qu'on avait posée, c'est justement de ne pas nous rétrocéder des voies en mauvais état et de les remettre en état avant le transfert, ce qui a été fait en fait. Et du coup, ça va aussi venir augmenter notre patrimoine communal, et il y aura forcément un impact aussi à un moment ou à un autre sur un petit impact sur la dotation globale de fonctionnement. C'est-à-dire, tous ces équipements, justement, ils ont été revus, ils ont été refaits à neuf avant qu'ils le soient rétrocédés. Pas d'autres questions?
Bon, écoutez, je mets au vote. Donc, il vous est demandé donc d'accepter la rétrocession à titre gratuit des parcelles cadastrales suivantes, donc destinées à être intégrées dans la voirie communale. Donc, la rue André Joran, donc pour 115 mètres de linéaire, la rue Gaston Rousseau pour 291 mètres de linéaire, et la rue de la Croix-Blanche pour 641 mètres de linéaire. De dire que la rétrocession inclut l'ensemble des équipements annexes, à savoir les voiries, chaussées et trottoirs, les réseaux et tout autre équipement présent sur les parcelles rétrocédées. De décider de classer les voiries dans le domaine public communal conformément à l'article L141-3 du Code de la voirie routière. Ce classement prendra effet à la date de signature de l'acte administratif constatant le transfert de propriété. Donc la commune procédera à la mise à jour du tableau de la voirie communale et du cadastre, de désigner le premier adjoint représentant de la commune et de l'autoriser à signer l'acte administratif de rétrocession et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la réalisation de cette acquisition, y compris les démarches cadastrales au nom de la commune. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et pour le point suivant, je vais passer la parole à Bernard Rougier qui va nous parler d'acquisition de parcelles. Bonsoir à tous. Le rapporteur expose que Madame Isabelle Rère, porte-fort de l'indivision Rère, a proposé à la commune la cession des parcelles cadastrées AP 130, AP 131, AO 408, AO 65, AP 67, 6 à Aubusson, et dont la superficie s'établit comme suit. Ces parcelles situées en bordure de la rue du Chapitre sont boisées, classées en zone N du plan local d'urbanisme et présentent une forte pente. Les propriétaires usufruitiers et nus propriétaires indivis, soit par leur âge, soit par éloignement, n'assurent pas d'entretien régulier de ces terrains. L'absence d'entretien a déjà été vérifiée par la chute d'arbres ou de branches sur le parking du champ de foire. Vous avez des plans sur table pour vérifier, voir où c'est. Après concertation avec Madame Rère, confirme qu'elle souhaite céder l'ensemble des parcelles qui appartiennent à l'indivision pour la somme symbolique de 100 €. L'acquisition des parcelles par la commune répond à un objectif d'intérêt général, à savoir assurer la protection du domaine public routier communal, garantir la sécurité des usagers, permettre une gestion maîtrisée et pérenne de l'entretien des talus et du couvert végétal, prévenir les risques naturels liés à la configuration du terrain. Bon, c'est pas du terrain tout plat. Hein. On soit d'accord. C'est le chapitre, hein? C'est le chapitre. La maîtrise foncière de ces parcelles permettra à la collectivité d'intervenir directement et régulièrement pour assurer l'entretien, l'élagage, le débroussaillage et, si nécessaire, les travaux de confortement. Bon, c'est souvent aperçu qu'effectivement, il y avait des branches qui tombaient sur la voie publique, sur la route, sur le parking, et que les gens étaient difficiles à joindre. Donc, du temps qui passait. Voilà. Considérant que l'acquisition répond à un objectif d'intérêt général, conformément aux dispositions de l'article L210-1 du Code de l'urbanisme, en lui permettant la protection du domaine public routier et la sécurité des usagers, une gestion maîtrisée et pérenne des talus et du couvert végétal, prévenant les risques naturels, érosion, glissement, la mise en œuvre d'aménagements, de stabilisation ou de sécurisation. Considérant que le prix symbolique de 100 € proposé par l'indivision RER est conforme à l'article L 3211-7 du CGCT, cession à l'euro symbolique pour motif d'intérêt général. Il est proposé au Conseil municipal de décider d'accepter l'offre de cession des parcelles cadastrées AP 130, AP 131, AO 408, AO 65 et AP 76, 6 rue du Chapitre à Aubusson pour un montant de 100 €. Donc de désigner maire adjoint, représentant de la commune et de l'autoriser à signer l'acte administratif d'acquisition et accomplir toutes les formalités nécessaires à la réalisation de cette acquisition, y compris les démarches cadastrales au nom de la commune. Avez-vous des questions? Ajoutez que la superficie totale est de 2, je l'ai noté, 11 246 m². Y a-t-il des abstentions? Les gens contre? Adopté. Merci Bernard. Le point suivant, cession de parcelle AI 638. Donc là, c'est la mise à jour d'une délibération. La délibération 2025-55. Donc ça concerne, rappelez-vous,
la vente à la société BNP des locaux à côté des Petites Mains, en fait, donc des locaux qu'on va leur louer, on leur loue maintenant, on va leur vendre donc maintenant. Sauf que, donc, faut modifier cette délibération-là dans le sens suivant, donc considérant que depuis cette date, le plan de bornage élaboré en vue de cette cession a ajusté la superficie de la parcelle à hauteur de 1523 m² au lieu de 1150 m², tel que délibéré en novembre 2025, considérant qu'après la division parcellaire, la parcelle est désormais cadastrée AI 638, considérant que M. Loïc Pénaud a fait part de sa volonté d'acquérir le bien en nom propre. Il est donc proposé au conseil municipal de mettre à jour la délibération susvisée, donc numéro 20,25-55 en date du 19 novembre 2025, en approuvant la cession de la parcelle AI 638 située au 39 rue de Beauce pour une superficie totale de 1523 m², au prix net vendeur donc de 18 000 € à M. Loïc Pénaud, d'autoriser le maire à signer l'acte authentique de cession de propriété et de désigner l'office notarial SCP Droja Caquino comme notaire de la commune pour cette opération. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est également... Ah non, c'est une session de parcelle. Pardon, si, c'est également une mise à jour, là aussi. Rappelez-vous, dans le cadre du déménagement, enfin de l'implantation du futur Intermarché en zone industrielle, on avait délibéré pour une petite parcelle. Là aussi, c'est la même délibération, si ce n'est que c'est le nom de la société qui achète qui a changé. C'était la SAS Massaju et aujourd'hui, donc, c'est la SAS Teaser. Donc, vous est proposé de mettre à jour la délibération susvisée, donc la 2025-04, en date du 26 mars 2025, en approuvant donc la cession de la parcelle ZA 330 au prix net vendeur de 1760 € à la SAS Teaser, représentée par Madame Sarah Berger, d'autoriser donc le maire à signer l'acte authentique de cession de propriété, de désigner donc l'office notarial groupe CPN comme notaire de la commune pour cette opération. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Si, Jean-Luc Léger. C'est pas vraiment une question, j'ai juste été étonné. C'est pas un copier-coller là par rapport aux superficies, parce que alors, bonjour le hasard, 1500... non, on vous a envoyé, c'est que tu n'as pas lu tes mails, tu as reçu la nouvelle cible. Il y a eu une erreur dans... Si, aujourd'hui, cet après-midi. C'est que tu as l'ancienne version de la délibération. Voilà. C'est rectifié. Moi j'ai la bonne version, c'est celle que je viens de vous lire. Ouais. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions que ce copier-coller qui date mais de 2-3 jours, non. Donc, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adoptées à l'unanimité? Je vous en remercie. Le point suivant, je vais passer la parole à Jean-Pierre Lanier pour nous parler d'une délibération concernant, c'est une délibération qu'on prend tous les ans, donc une ligne de trésorerie. Merci. Effectivement, une délibération classique, donc de renouveler la ligne de trésorerie de 500 000 € pour faire face à des besoins momentanés de trésorerie et couvrir d'éventuels décalages entre la perception des recettes et le mandatement des dépenses. Donc un tirage de crédit ne s'effectuera bien sûr qu'en cas de nécessité. En date du 26 février dernier, donc le Crédit Agricole nous a adressé une proposition suivante, donc un montant maximal de 500 000 € sur une durée maximum de 12 mois à un taux d'intérêt de 0,45%, avec des paiements d'intérêt trimestriels à terme échu et des commissions d'engagement à 0,2% du montant choisi. Délibération classique. Avez-vous des questions sur cette délibération? Donc je soumets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Adopté, je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Écoutez, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Nous sommes donc au point des questions et informations diverses. Vous avez donc vous dire que vous avez reçu le compte-rendu de la séance du 16 décembre 2025 du syndicat des énergies de la Creuse, que vous avez également reçu la notice explicative de la séance du 3 février 2026, donc toujours du SDEC, que vous avez également reçu le rapport des orientations budgétaires 2026. En tout cas, vous avez reçu le lien pour consulter tous ces documents qui, j'imagine, vont vous passionner. Voilà pour ce qui est de ce premier point divers.
Vous parlez également, voilà, un point important. J'ai reçu un courrier du président de l'association des commerçants et artisans d'Aubusson, nous alertant. Ce courrier est adressé aux députés de la cause, au préfet de la cause, à la sous-préfète, aux sénateurs, au président du département, enfin à tout le monde, et y compris donc à moi, maire d'Aubusson, qui nous, vous l'avez reçu également ce courrier, vous l'avez normalement, ce courrier vous l'avez sous les yeux. Il nous alerte donc sur l'implantation d'une borne française des jeux dans une grande surface d'Aubusson, Carrefour Market pour ne pas la nommer, et il est donc inquiet, à juste titre à mon avis, parce qu'effectivement ce type de borne-là ont effectivement plutôt vocation à vider les centres-villes qu'à les remplir. Donc il est fortement inquiet là-dessus, donc il nous interpelle, nous élus. Il y a un deuxième point sur lequel il nous interpelle également, c'est sur là aussi de plus en plus de lockers. Vous savez, les lockers, ce sont les... Voilà, vous savez tout ce que c'est qu'un locker. Là aussi, ils sont en train de fleurir en périphérie là aussi de la ville, et c'est pas sans aussi poser de problème. C'est-à-dire que par exemple, Mondial Relais, qui avant les commerçants, c'était les bureaux de tabac et tout ça qui faisaient point relais, c'est fini. Ils installent des lockers, là aussi en grande surface, donc en périphérie de la ville. Et c'est pas, bien évidemment, sans poser de problème, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de moins en moins de flux en centre-ville. Et donc, le président de l'association des commerçants et artisans nous alerte sur ce point-là. Je lui ai répondu que, moi aussi je lui ai fait un courrier, vous l'avez également sous les yeux, je lui ai répondu que bien évidemment on allait se saisir du sujet. Je crois, Mireille, que vous avez eu une réunion avec le sénateur Jean-Jacques Lozach, qui s'est également suivi de la problématique, si tu veux nous dire un mot là-dessus. Moi de mon côté, j'ai réussi à avoir aujourd'hui la directrice de Carrefour Market qui me dit qu'elle est désolée. Mais en fait, Carrefour Market, ce n'est pas un magasin franchisé. C'est donc le groupe Carrefour qui décide de ce qui se passe ici à Aubusson. Donc elle n'a absolument pas la maîtrise là-dessus, elle s'en voit complètement désolée. Mais par contre, elle se propose. C'est ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Elle se propose quand même d'en parler à son directeur régional et effectivement de se rencontrer avec le président de l'association des commerçants, bien évidemment nous élus, et puis donc la direction régionale de Carrefour Market pour discuter en tout cas de la problématique de cette fameuse borne de la Française des Jeux. Voilà où nous en sommes, en tout cas pour ma part aujourd'hui. En fait, l'histoire a commencé le 16 février. Jonathan Cavalière a été contacté par monsieur Josy Soulier, qui est le président de l'association des commerçants de Bourganeuf, pour avoir une rencontre justement entre élus et commerçants. Et ce qui s'est passé à Bourganeuf, c'est-à-dire que la borne était en train d'être installée, enfin du moins l'espace était en train d'être installé à Carrefour Market, et un client est arrivé et a vu qu'il se passait quelque chose, a demandé ce qui se passait, et ils ont été comme ça prévenus que cette borne allait être mise. Aussitôt, ce client est arrivé en centre-ville et a bien sûr diffusé tout de suite l'information, ce qui fait qu'ils ont réussi à bloquer l'installation. Chose qui ne s'est pas passée à Aubusson, étant donné que nous, personne n'a vu l'installation, et quand on l'a su, eh bien, c'était trop tard. Alors, j'ai raconté ce que tu viens de me raconter, Mireille, à la directrice donc, de Carrefour Market Aubusson, qui a vécu à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'elle a découvert l'implantation de cette borne. C'est un espace, hein, oui. Elle l'a découvert, elle était déjà installée en fait. La Française des Jeux a appelé la veille, on vient demain voir quelque chose. Ils sont venus, la directrice, en tout cas assez bien, a découvert l'installation d'abord. Voilà. Donc elle était déjà installée. Et elle, en tant que directrice uniquement de Carrefour Market, n'a pas la main là-dessus. Voilà. Ce qu'elle m'a expliqué. Donc c'est pour ça que le président de l'association de Bourganeuf a essayé de contacter d'autres villes comme nous, comme la Souterraine et comme Guéret, parce que de toute façon, la Française des Jeux a décidé de s'installer partout, absolument partout, jusque dans les postes. Et donc pour essayer de faire un mouvement pour justement bloquer toutes ces installations qui évidemment retirent le flux du commerce vers les extérieurs. Chose qui bien sûr est très préjudiciable pour le commerce de centre-ville. Oui, j'observe également qu'au Carrefour, là, il y a également un dépôt de Chronopost
centre-ville qui a une activité qui est en chute, pour installer des dépôts de périphériques. Oui, mais c'est ça, le cœur, c'est ça. C'est de mettre tout ce qui est en ville à l'extérieur, en fait. Ouais. La directrice de Carrefour Market m'a dit tout à l'heure qu'elle allait maintenant, elle, refuser les colis. Alors, il y a effectivement les lockers à l'extérieur, qui est celui de la Poste. Elle vient d'arriver, la directrice, donc c'est pas de son fait. Mais concernant le point accueil, il y a un point accueil où effectivement Mondial Relais il dépose des colis, enfin d'autres livreurs, elle va les refuser maintenant. Parce qu'elle a pu me dire. Voilà. Elle peut, elle, faire ça par contre. Voilà. Oui, Jean-Luc. Je trouve que c'est très bien cette réaction collective des commerçants, des élus, tous ceux qui se sont mobilisés pour essayer effectivement de ne pas créer une concurrence supplémentaire. Je crois qu'on peut dire qu'Aubusson a réussi au fil du temps ce que d'autres communes n'ont pas réussi, c'est-à-dire quand même un certain équilibre entre la grande surface et le commerce de proximité. Là, quand on voit les flux, j'ai vu les chiffres, effectivement, là, ce serait créer un déséquilibre trop important. Oui, effectivement, on parle de 3000 véhicules par mois, c'est ça? Oui, donc, voilà. Ce qui n'est pas rien. Donc, oui, c'est bien que tout le monde soit mobilisé contre cette affaire. Ouais. Donc on n'a pas, j'ai reçu ce courrier, enfin on en a discuté il y a 2 jours seulement, on n'a pas eu le temps de rédiger une motion, mais bien évidemment qu'on on va se joindre d'ailleurs avec les élus de Bourg-en-Neuf, hein. On va faire un courrier, y compris avec le sénateur qui a pris lui aussi le sujet à bras-le-corps, on va bien évidemment faire des courriers. Je vais provoquer moi cette réunion avec le directeur régional de Carrefour et pour engager des discussions, après, et voir ce qu'on peut faire les uns les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points divers, d'autres sujets? Donc moi, tant que j'ai le micro, je vais continuer. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en cette période électorale, le commerce est beaucoup évoqué, à Aubusson comme à Guéret, où justement, chacun proposant des solutions pour revitaliser les centres-villes. Pourtant, la solution la plus simple et la plus accessible à tous, c'est simplement de venir faire leurs achats, vos achats, dans nos commerces. Un commerce sans client, c'est un commerce qui ferme. Ça paraît tout simple, mais pourtant c'est d'une telle évidence qu'il faut quand même le souligner. Donc si nous voulons continuer à faire vivre nos centres-villes et permettre aux commerçants de vivre de leur travail, la meilleure solution reste votre présence. Soyez nos ambassadeurs. Et j'en profite, du coup, dans la foulée, pour vous annoncer le déballage des commerçants qui aura lieu dimanche 15 mars. Le 15 mars. Au hall polyvalent. Il n'y a pas un autre truc le 15 mars, Mireille En même temps, justement, pour profiter du flux des personnes qui vont venir voter, qui, bien sûr, passeront au hall polyvalent pour profiter des bonnes affaires. Voilà, donc de 9h à 18h. Mais tout est en fait, tout est très réfléchi. Oui, ça aurait pu être aussi, mais voilà, on peut pas, vous ne pouvez pas rentrer en toute la salle. Donc venez profiter de cette journée pour faire de bonnes affaires, rencontrer les commerçants et bien sûr passer un agréable moment. Et merci à tous pour votre soutien. Merci Mireille. Y a-t-il d'autres interventions? Je crois que Jean-Luc voulait intervenir, Catherine voulait intervenir également. Je voulais revenir rapidement sur la scène nationale. On en avait parlé lors de notre dernier conseil municipal, on en a parlé au conseil communautaire. Bon, depuis notre réunion du conseil municipal, il n'y a pas eu de nouveau de la part du conseil départemental qui porte le centre culturel Jean Lursa et décide ou pas d'une occupation des lieux par l'association La Scène Nationale. Mais quand même, il y a eu des belles choses qui ont été faites, c'est-à-dire il y a eu une mobilisation des usagers et mercredi après-midi, il y avait beaucoup de monde et ça fait chaud au cœur de voir autant d'acteurs locaux, des habitants, des usagers, des compagnies, des acteurs, des élus et aussi des gens qui sont venus de toute la France s'occupant de scènes nationales et qui sont revenus nous dire mais c'est une chance que d'avoir une scène. Alors j'espère que ce message est passé là où il faudra qu'il passe. Le préfet est dans son rôle et il faut saluer son initiative de réunir tous les acteurs
autour dans son bureau au sujet de la scène nationale. J'espère que, bon, je l'ai déjà dit 20 000 fois, mais je le redis parce que j'y crois. Pourvu qu'on sorte par le haut de cette affaire, quoi. Hein, mais c'est déplorable de voir qu'on met en danger une scène nationale qui a été l'autre jour qualifiée de bijoux, de pépites. Alors, ça voudrait dire qu'il faut qu'on vienne nous le dire ici pour qu'on en soit conscient. Enfin, nous, ici, je pense qu'on en est tous conscients. Mais c'est quand même une terrible affaire que de remettre en cause l'existence de la scène nationale. Il y a 2 équipements, au moins culturels, sur cette ville. C'est la cité, évidemment, et on en est content, mais c'est aussi la scène. Oh, mais là, je prêche des convaincus, je sais. Oui, je pourrais difficilement dire l'inverse. Effectivement, donc, il y a une réunion. Je l'ai sollicité 2 fois, monsieur le préfet, donc il a bien compris le message. Il vient d'arriver sur le territoire et effectivement, je crois qu'il a mis le dossier de la Seine au-dessus de la pile. Donc, effectivement, on a une réunion. Alors, non plus elle devait se tenir ici à la Scène nationale, elle se tiendra à la préfecture, donc le 13 mars prochain. Voilà. Et j'espère qu'effectivement, là aussi, on va sortir par le haut de cette histoire. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Catherine Debens? Oui, je vous remercie. J'espère que le micro fonctionne. Oui, il faut bien parler bien près. Voilà, je vais me permettre de lire mon texte parce qu'il y a quand même les mots sont importants. Il faut même, comme c'est mon dernier conseil, j'y tiens. Monsieur le maire, chers collègues, chers auditeurs, il y a 6 ans, je m'engageais au service de notre commune avec des convictions fortes et la volonté de porter une voix différente au sein de ce conseil. Aujourd'hui, alors que mon mandat prend fin, je mesure le chemin parcouru et l'honneur que fut de siéger ici, dans cette enceinte. Être élu d'opposition n'est pas un rôle facile, mais c'est la base du débat démocratique et j'ai eu à cœur de défendre nos valeurs de droite. Je me réjouis que nous finissons ce mandat sur une note de dialogue apaisée. C'est ainsi que l'on sert le mieux l'intérêt général. Ce mandat municipal a été le socle de mon action en tant que vice-présidente à la santé de l'intercommunalité. J'y ai investi toute mon expérience professionnelle pour relever le défi de l'attractivité médicale avec une équipe engagée de l'Interco, de la municipalité, des professionnels de santé investis et des citoyens accueillants et en attente de prise en charge. L'organisation l'année passée d'un week-end immersif pour les professionnels de santé n'était pas seulement une opération de communication, c'était un message fort d'une communauté prête à les adopter. Nous leur avons ouvert les portes de notre territoire, nous leur avons montré la richesse de notre cadre de vie. Convaincre un professionnel de s'installer, c'est garantir l'avenir de nos familles et de nos aînés. Comme on soigne bien, là où on est, on se sent bien. J'ai essayé de faire en sorte qu'à Aubusson, on se sente bien. Je quitte ce siège, mais je sais que d'autres prendront la relève avec la même passion. Monsieur le maire, je prends la parole. Merci Catherine. Tu as terminé, Catherine? Okay. Merci Catherine, d'accord, très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Écoutez, moi, chers collègues, avant de lever la séance, permettez-moi moi aussi de dire quelques mots. Ce conseil municipal est en effet le dernier de cette mandature. La fin d'un mandat municipal est toujours un moment particulier dans la vie d'une commune. Elle invite naturellement à prendre un peu de recul, à regarder le chemin parcouru et à mesurer le travail accompli collectivement au service de l'intérêt général. Cette mandature aura été à bien des égards singulière. En effet, elle a commencé dans un contexte inédit, celui de la crise sanitaire. Comme partout en France, nos habitudes ont été bouleversées et notre commune a dû faire face à une situation que personne n'aurait pu imaginer. Dans ces moments difficiles, Aubusson a su faire preuve de solidarité, d'adaptation et d'un véritable esprit collectif. Cela restera sans doute l'un des enseignants les plus marquants de ces dernières années. Elle a également été marquée par un moment particulier dans la vie municipale de notre ville. En juin 2023, le passage de relais entre Michel Moine, qui a consacré 22 années de sa vie à la tête de notre commune, et moi-même. Être maire pendant 22 ans,
c'est consacrer une part importante de sa vie au service de sa commune. Je veux redire ici tout le respect et la reconnaissance que mérite un tel engagement au service d'Aubusson. C'est dans cette continuité que nous avons poursuivi le travail engagé au service de notre ville. Durant ces années, plusieurs projets importants ont été menés ou engagés. Je pense d'abord aux transformations de notre centre-ville, avec la rénovation de la rue des Fusillés, celle de la place du Général d'Espagne et du haut de la Grande Rue, qui constitue sans doute l'un des chantiers majeurs de cette mandature. Ces aménagements contribuent à améliorer notre cadre de vie et à renforcer l'attractivité de notre cœur de ville. La création de la coudée verte à Jean-Marie Couturier participe également à cette volonté d'offrir des espaces de promenade et de respiration aux habitants. Nous pouvons également citer la réalisation du rond-point Cacahuète, opération portée par le conseil départemental de la Creuse, mais à laquelle la commune a largement contribué, permettant de mieux relier la zone industrielle à notre cœur de ville. Dans un autre domaine, le déploiement de la fibre sur l'ensemble de la commune représente un progrès considérable pour les habitants et pour les entreprises. Nous avons également porté plusieurs initiatives à caractère social, solidaire, la création de jardins partagés, l'opération des patates solidaires, le forum de l'autonomie, ou encore le verger de la passerelle et celui de la Rebérette. La question de la santé et de l'accès aux soins a également été au cœur de nos préoccupations. Le plan de restructuration des centres hospitaliers, d'un montant de 47 millions d'euros et comprenant la construction d'un nouvel EHPAD, constitue un projet majeur pour l'avenir de notre territoire. Les travaux doivent d'ailleurs débuter à l'automne prochain. La création de l'espace de santé communal à la passerelle, ouvert en octobre 2025, s'inscrit également dans cette même dynamique. Nous avons également poursuivi les investissements nécessaires pour nos équipements. Je pense notamment à la requalification du stade de la Croix-Blanche, à la rénovation des salles de cinéma, ou encore à l'attribution des marchés pour la réfection du hall polyvalent. Après de nombreuses péripéties, je vous l'accorde. Notre patrimoine et notre identité culturelle ont également été valorisés avec le lancement d'un chantier participatif pour la rénovation des façades de l'église, ainsi que le projet artistique de fresques urbaines d'Edin de Fora. D'autres réflexions importantes ont également été engagées pour l'avenir, notamment autour de la réhabilitation de l'hôtel de ville. Tous ces projets contribuent à faire avancer notre commune et à renforcer son attractivité. Et puis, il y a aussi ces investissements parfois moins visibles, mais essentiels. Plus de 2 millions d'euros consacrés à notre réseau d'alimentation en eau potable, afin de préserver la ressource et la sécurité de notre approvisionnement. L'épisode de l'été 2023 nous a d'ailleurs rappelé combien ces enjeux sont désormais cruciaux. Pour la première fois de son histoire, notre commune a été privée d'eau potable pendant 3 jours, à la suite d'une pollution ocyanobactérie. Cette situation exceptionnelle a fortement mobilisé les services municipaux et des élus et a rappelé à chacun l'importance de préserver nos ressources. Cette mandature aura également été marquée par deux visites présidentielles et 3 visites ministérielles, témoignant, faut-il le rappeler, de l'attention portée à notre commune. Bien sûr, rien de tout cela ne se fait seul. Je veux d'abord remercier très sincèrement les adjoints qui m'ont accompagné dans la conduite des affaires municipales au quotidien. Leur engagement et leur disponibilité ont été précieux tout au long de cette mandature. Je souhaite également remercier l'ensemble des conseillers municipaux pour leur engagement au cours de cette mandature. La démocratie municipale repose sur l'échange, le débat et le respect des convictions de chacun. Je veux également saluer le travail de nos 53 agents municipaux, par leur engagement quotidien, souvent discret mais toujours essentiel. Ils assurent le bon fonctionnement de notre collectivité et la qualité de vie rendue aux habitants. Leur professionnalisme et leur sens du service public sont une richesse précieuse pour notre commune. Je souhaite aussi remercier les associations, les bénévoles, les acteurs économiques, culturels et sociaux qui contribuent chaque jour à la vitalité de notre commune. Et bien sûr, je veux remercier les habitants d'Aubusson pour leur attachement à leur ville et pour la confiance qu'ils accordent à l'action publique locale. La vie municipale est faite de cycles. Une mandature s'achève aujourd'hui, mais la vie de notre commune continue. Une commune n'est jamais l'œuvre d'un seul. Elle est le fruit d'un travail collectif, patient et souvent discret. Si, au cours de ces années, nous avons pu, chacun à notre place, contribuer à faire avancer Aubusson, alors nous aurons simplement fait notre devoir. Je vous remercie toutes et tous. Merci.
Je déclare la dernière séance de cette mandature levée. Merci.